Féroé, après avoir réussi à rapporter à Bernice de Maucastel le la preuve que vous aviez bien déposé le colis du roi Dieu, il vous remercie et après, quelques instants passés avec tes amis, tu décides de rentrer chez toi, au village Utruse, parce qu'il me semble que c'est là-bas que tu loges. Oui. Donc, de la chaussée du lac, c'est pas très loin pour retourner chez toi. Donc tu arrives, comme d'habitude, au village Utruse. Le soir, il y a beaucoup de gens qui mangent ensemble autour d'un feu. Il y a le chaman du village qui raconte des histoires aux enfants les plus jeunes. T'as tes parents, ta jeune sœur, et tu retrouves un petit peu tout ce monde-là. Il me semble que tu étais blessé. Je regarde. Ouais. Oui. Donc quand tu arrives, ta mère s'approche de toi et te dit: «Eh bien, veux-tu que je te mette les compresses d'algues pour que tu guérisses pendant la nuit?» Oui, mère. Donc elle te fait, après tu as l'habitude, hein, c'est pas la première fois, elle a une espèce de mixture, c'est assez odorant à base d'huile de poisson, une odeur qui te rappelle ton enfance et que tu aimes particulièrement. Elle mélange ça avec des certaines algues mauves coupées en tout petits morceaux et en fait, elle te fait un bandage qui tient également avec des algues plus longues sur les blessures que tu as récoltées lors de ton combat épique contre le Schlunga. La soirée se passe tranquillement. Est-ce que tu veux profiter de t'asseoir en famille pour, parler à quelqu'un, discuter de choses d'autres? Il y a le chaman qui est là, en plus de tes parents et de certains de tes amis. Ben, je profite de ce moment de tranquillité pour reprendre des forces et oui, si je n'ai la possibilité, je vais voir le chaman pour lui montrer le collier de facture autruse couvert d'un langage pour l'instant inconnu, indéchiffrable. Et je discute avec lui un petit peu, voir des légendes, des histoires. D'accord. Donc en fait, la soirée va se passer assez tranquillement. Tu vas avoir en fait, le chaman, en examinant le collier, va te confirmer que c'est un collier Utruse, mais que les runes qui sont gravées dessus ont l'air très, très anciennes et tellement anciennes qu'il y a des caractères qui diffèrent de l'écriture que vous utilisez encore actuellement. Donc il pense peut-être que c'est un collier, qui daterait d'avant la Libération. La libération pour les Utruses Ouais. correspond au châtiment pour les autres. Et en tout cas que cette écriture-là, ces symboles-là sont des symboles très anciens. Mais il te confirme que c'est bien un collier Utruse. Donc tu as bien récupéré un des objets de ton clan. Donc ça, c'est plutôt bien vu d'éviter que les objets, vos objets rituels et tribaux se retrouvent éparpillés à gauche à droite. Oui, Euh, j'essaye de reconstituer l'histoire de notre peuple. Je lui dis que j'ai entendu parler de la cité de Tal Ent par un dragon. Oui, oui, c'est une vieille légende. Le grand-père du grand-père de mon grand-père m'en a déjà parlé. Il semblerait qu'après la libération, certains Utrus aient tenté de faire une ville à l'égal de l'Aélite, une ville aussi grande et aussi bien bâtie, mais que la malédiction du marais se serait abattue sur eux avec une terrible maladie qui a décimé la plupart des habitants. Et c'est à ce moment-là que nous avons dû demander l'aide à certains habitants de l'Aélite, en particulier ceux du ponton de Maucastel actuellement, les ancêtres de Bernice, qui nous ont prêté main forte et qui nous ont aidés à installer notre village actuel pour les survivants de cette catastrophe. Mais bien évidemment, l'histoire a été quelque peu perdue au cours des années et peut-être que je n'en détiens plus qu'une petite partie. Mais c'est ce que j'ai entendu dire dans mon enfance. Alors que tu es en train de parler, tu vois, ta sœur s'approche et elle va écouter un petit peu ta conversation avec le chaman.
pour essayer d'entendre les histoires, qu'elle, elle n'a jamais entendues. Alors ta sœur qui est plus jeune que toi, tu sais qu'elle, elle aime bien chanter, elle aime bien raconter des histoires et elle adorerait faire carrière comme courtisane ou comme ménestrelle à l'élite. Mais jusqu'à présent, c'est très, très rare que les Utrus soient acceptés parce qu'on leur demande soit d'avoir un talent exceptionnel et c'est vrai qu'en étant Utruse, les gens ont quand même pas mal de préjugés et tu sais que, pour qu'elle soit entendue, peut-être qu'il faudrait graisser la patte à 1 ou 2 personnes. Par exemple, pourquoi pas, quelques personnes de la maison des 1000 fleurs qui ont l'air d'être un petit peu plus ouverts d'esprit que les autres, endroits de spectacle de la élite. Donc la nuit se passe tranquillement pendant que tu devises avec le chaman. Tu vas pouvoir, manger et ça t'avait manqué, le délicieux pâté, de fruits de mer que fait ta mère et tu te reposes comme à ton habitude dans ton hamac d'algues tressées et la nuit va être bénéfique. Avec le pansement que tu as reçu, tu vas, récupérer tes forces. Alors laisse-moi juste mettre la récupération de force, donc ça correspond à un repos long. Ça fait quelque temps que tu as pas eu l'occasion de te reposer comme il faut. Tu es au petit matin. Dans ton village, les gens se lèvent très tôt parce que la plupart sont pêcheurs, donc pour ne pas louper la marée, les meilleures prises, généralement, les gens se lèvent vers 5 heures du matin. Donc tu entends un petit peu de remue-ménage. Est-ce que tu décides de te lever comme les habitudes de ton enfance ou de profiter de cette journée finalement de Non, non, repos? j'avais prévu d'accompagner mes parents et mon père et mes oncles pour la pêche. Donc tu suis le mouvement, tu te lèves, on te donne une infusion chaude et alors que tu es, en train de discuter avec ton père et ton oncle de la direction que vous allez prendre aujourd'hui pour pêcher, tu vois un homme que tu n'avais pas vu depuis un certain nombre de mois, qui se présente, avec une cape, la tête couverte, heu, qui s'approche vers toi et tu le reconnais tout de suite. C'est ton maître, Janli. Qui t'a aidé à t'entraîner pour acquérir tes premières capacités de moine, qui t'a, aidé à comprendre comment fonctionnait le combat. Il t'a appris à te servir heu, de ton arme, de ton cruse et c'est lui qui t'avait donné les premières pistes pour libérer la puissance formidable que depuis peu tu arrives à maîtriser, la puissance du Ki. Le maître s'approche de toi, enlève sa capuche, fait un petit signe de tête à ton père, à ton oncle, et te dit: «Féroé, il est temps pour toi de reprendre ton entraînement. Suis-moi». Et il Maître, vous êtes commence à revenu. partir sans attendre de réponse de ta part ou de réaction de ta famille et c'est un petit peu dans son caractère, c'est pas la première fois qu'il agit de cette façon. Bah, je prends à la hâte mes possessions que je vais juste poser la veille, là, avec tout mon équipement. Je mets ma ceinture avec mes dards, je prends mon cruz, je prends mon baluchon, ma corde et je pars. Et mon filet. OK, donc ton père et ton oncle te voient partir et finalement, ils sont assez résignés parce que c'est quand ton maître arrive, généralement, ils savent que, tu dois, obéir à ses ordres de façon assez prompte. Donc, ton père, vient te saluer avant ton départ. Ta sœur court vers toi alors que tu es déjà sur le chemin pour, te faire une dernière accolade et elle te donne, un petit baluchon qui contient, quelques vivres, que ta mère, vient de préparer juste quand elle a vu que tu partais. Ok, bah, j'embrasse ma sœur, ma mère, mon père, et puis j'y vais. Je suis le maître. Janli a commencé déjà à sortir du village. Il, tourne la tête vers toi et il a l'air d'avoir ralenti le pas et tu le rattrapes sans souci. Une fois qu'il voit que tu es à côté de lui, il te dit: «Il est temps que tu travailles un petit peu les capacités que tu as acquises au cours de ces derniers mois. J'ai su
que tu commençais à maîtriser le ki. Il est temps pour toi de t'entraîner au monastère. Il nous faudra 3 jours de voyage pour y aller. Je t'accompagne pour que c'est un monastère qui est un petit peu dissimulé aux yeux de la populace pour que nous ne soyons pas dérangés lors de nos entraînements. Je t'en indiquerai le chemin une seule et unique fois, tâche de t'en souvenir. La prochaine fois, tu devras y aller par tes propres moyens. Et il commence à prendre le chemin du nord. Donc, pour toi, lorsque vous allez sortir, vous allez traverser la côte du village Utruse jusqu'à la cité de la Élite. Vous allez passer en fait au niveau de la chaussée du lac en suivant plus ou moins le relief côtier et vous allez sortir de la Élite de l'autre côté. Donc ça va vous prendre déjà toute la matinée pour sortir de la ville, parce qu'après il marche d'un très très bon pas en fait. T'as pas vraiment le choix, tu dois le suivre, mais tu sais qu'il avance vraiment d'un pas très très martial. Alors on va voir avec cette carte là. Ok, donc là je te présente une des cartes. Donc tu vois la ville de la Élite. Et toi, tu vas te diriger vers le nord. Vers le nord en partant du village Outruse? C'est-à-dire que en partant, donc tu as traversé, là, toute la matinée, en fait, vous avez traversé la ville de... En fait, vous avez traversé toute la ville de la Élite et vous êtes sorti par là où il y a le temple du crâne, tout à fait à l'extrémité est de la carte. Vous êtes sorti par là. Vous passez devant le camp des dragonniers. Et vous continuez, vous continuez à partir, après avoir passé la Lite, vous continuez vers le nord. Je vais regarder si j'ai une carte qui a une échelle plus grande. Donc vous allez continuer pendant toute la journée. Vous allez passer. Là, vous n'êtes plus vraiment sur la Lite. Vous êtes sur la zone du Pic Brighton. Regarde juste. Donc en fait, c'est la zone qui se trouve à l'est. Juste à l'est de la Élite, il y a une montagne, une chaîne de montagnes. Et tu vois que vous vous dirigez vers la chaîne de montagnes. Donc le premier jour, ton maître ne parle pas beaucoup, à moins que tu lui poses des questions. Vous allez marcher, c'est des endroits qui sont tout de même bien. Vous croisez des marchands, vous croisez quelques soldats. Vous avez vraiment, il y a du monde quand même. Vous n'êtes pas isolé. Les routes sont assez entretenues aussi. Donc là, pour l'instant, c'est quelque chose d'assez calme. Maître, je suis si content de vous revoir. Vous avez disparu si soudainement la dernière fois que j'ai cru ne plus jamais vous revoir. Il était temps pour toi d'apprendre par toi-même. N'oublie pas que les éléments les plus importants de ta voix, tu les apprendras seul. Et parfois, le fait d'être trop aidé va plus t'entraver qu'autre chose. Ce que tu dois acquérir par la méditation, seul ton esprit pourra l'acquérir. Et ce n'est pas un enseignement que l'on peut donner, c'est un enseignement que tu dois trouver par toi-même. Et il va en être de même pour beaucoup des enseignements que tu recevras dans le monastère. Oui, maître, j'ai essayé de suivre tous vos préceptes. Et c'est lors d'une méditation au fond de l'eau que j'ai ressenti un changement. J'ai pu ressentir une sorte d'énergie me traverser depuis l'eau et le fond marin et parcourir mon corps. Et après, j'ai pu réaliser des choses dont je n'étais pas capable avant. De quoi es-tu capable à l'heure actuelle ? Je peux, si je le veux, accélérer mes mouvements, faire courir plus vite, sauter beaucoup plus loin. Je peux, lors d'un moment de haute concentration, frapper 2 fois plus longtemps ou me défendre plus efficacement. Et
Voilà ce à quoi je suis parvenu pour l'instant. Et j'ai réussi à me faire des amis, puisque vous m'avez dit que la vie n'était pas un problème à résoudre, mais une réalité expérimentée. Et j'essaye d'expérimenter comme vous m'aviez si bien conseillé de ne pas rester isolé dans mon village Autruse. Bien, tes amis pourront peut-être t'aider à progresser. Sache que de chaque personne, tu pourras apprendre de que ça soit par un mauvais ou par un bon exemple. Tu pourras apprendre de tous si tu prêtes attention à ce que les autres font. Sans jugement. Il suffit juste de regarder et d'ouvrir ton esprit à ce qui se passe autour de toi. Et tout en devisant, donc là j'ai réussi à te partager la carte des hors ville. Donc vous arrivez dans une zone qui est très boisée et pour la nuit, vous allez monter un campement. Donc ton maître, c'est un campement, comment dire, assez spartiate. C'est-à-dire qu'il se contente d'allumer un petit feu. Il a de nourriture, il a juste du pain et du fromage. Un fromage qui est très sec, qui sert surtout pendant les voyages, qu'il faut plus briser que couper, tellement il est dur et desséché. Donc il t'en propose et toi tu as de ton côté ce que ta mère t'a enveloppé. Donc c'est essentiellement du poisson fumé et séché et des Bah, petites galettes de riz qui servent à accompagner le repas. Elle t'a également mis une petite outre d'eau douce. je partage avec mon maître. Alors ton maître mange très très peu, il a toujours été très frugal et tu vois qu'après le repas, il t'engage toi aussi à te mettre en position de méditation et à commencer à méditer pour retrouver le vrai pouvoir de l'esprit qui est niché à l'intérieur de chaque être vivant. Donc en fait, c'est pas une soirée, c'est plutôt une soirée dédiée à la réflexion. Donc là, vous allez pas pouvoir spécialement parler parce qu'il est vraiment concentré dessus et tu vas te sentir un petit peu obligé de faire pareil. Donc cette nuit, en tout cas, la soirée se passe comme ça. Donc tu vas commencer à méditer. Est-ce que tu pourrais me faire... Alors attends, je regarde. Est-ce que tu pourrais me faire un test de sagesse? Oui, attends, je reprends la fiche du côté. Test de sagesse. Alors, tu fais un 7. L'excitation du voyage, d'avoir revu ton maître, et en fait, t'arrives pas du tout à te concentrer. Ta méditation est pas inutile parce que ça permet quand même de te reposer un petit peu, mais t'as beaucoup de mal à te concentrer et t'arrives pas à atteindre un état suffisamment concentré pour ressentir ton ki. Donc, au bout de quelques heures, parce que pour ton maître, ça dure au minimum 2 heures, il te fait signe de prendre du repos. Demain matin, vous allez partir très tôt. Et lui, il va pas dormir, il va méditer pendant toute la nuit en restant attentif au monde qui l'entoure pour si jamais vous aviez un souci, une attaque ou quelconque pendant la nuit, quoi qu'à cet endroit-là, ça soit pas spécialement, il n'y ait pas spécialement de bandits. Donc tu vas suffisamment dormir pour te reposer. Et très tôt le matin, donc il va vous faire reprendre la route vraiment à la toute première lueur de l'aube. Vous repartez dans la forêt. À un moment donné, vous allez croiser, c'est une espèce, c'est pas vraiment une forêt très dense, c'est plutôt une taïga avec beaucoup de buissons et quelques arbres, mais dans l'ensemble, les arbres sont pas très hauts parce que c'est une zone qui est assez venteuse. Vous êtes en bord du lac et il y a quand même pas mal de vent. Les montagnes sont dans votre dos, donc le vent n'est pas arrêté. Et à un moment donné, vous croisez vous croisez un marchand. Il a une charrette remplie de tissus colorés avec plein de symboles, d'emblèmes. Et jusqu'à présent, t'étais jamais allé dans ce coin-là.
Donc, voyant ton air interrogateur, ton maître va te donner quelques informations. Il te dit: oui, nous sommes dans le pire de Brighton. Ce sont eux qui tissent et qui fournissent tous les drapeaux des guildes et des gens qui sont autorisés à naviguer sur le lac de l'Aélite. Ce sont comme des cartes d'identité, vois-tu. Chaque guilde, chaque pays, chaque marchand a un emblème qui lui est propre et qui est tissé de façon unique. C'est pour éviter, évidemment, l'Aélite prend une taxe sur ces insignes, sur ces drapeaux. C'est pour éviter la fraude et la contrebande. D'accord. Donc vous croisez ce marchand-là. Au cours de la journée, vous allez en croiser un ou deux parce que vous allez passer devant une petite ville. C'est à peine plus qu'un village. Et dedans, il y a plein de tisserands. C'est un village, vous allez vous arrêter pour manger. Il y a des tisserands, il y a que des gens qui s'occupent de faire des couleurs. C'est vraiment une ville qui est entièrement dédiée à la fabrication de ces enseignes de tissus, de soies diverses. Donc ils utilisent beaucoup d'artisans parce qu'il y a ceux qui vont faire les couleurs, il y a ceux qui vont traiter les peaux parce que sur certains des emblèmes sont sur des peaux tannées, d'autres sur des peaux tissées. C'est vraiment que un village d'artisans. Est-ce que je reconnais certains emblèmes? Non? Ben, disons que toi, en fait, je sais pas trop bien si t'as prêté attention à ça jusqu'à présent, mais tu vas voir, bah si, il y a un emblème que tu vas reconnaître, c'est l'emblème du roi Dieu. Et alors que tu es à l'auberge, t'entends un bruit de pas, quelqu'un qui court très vite dans votre direction. Ouais, je me retourne vers les bruits. Et tu vois un jeune garçon d'une douzaine d'années, les joues rouges d'avoir couru, qui te regarde et tu le reconnais, c'est Pom Pom, le messager de la cité de l'Aélite, qui arrive et qui dit: je n'ai pas réussi à vous trouver au village Utruse, Féroé. J'ai une mission exprès. On m'a demandé de te remettre ce colis. Et c'est un colis qui vient de la haute terrasse. Et ils m'ont dit surtout, il faut lui remettre dans les plus brefs délais. Alors comme j'ai couru très vite et puis tes parents m'ont dit que tu étais parti vers le nord, alors je me suis dit que vous étiez toujours sur la route. Et enfin voilà, et il te tend un coffret en bois aux armes du roi Dieu. Et tu dis: Merci. bien, j'ai déjà été payé pour la course, Féroé. J'espère te revoir une autre fois, mais maintenant il faut que j'aille trouver Sulfura. Et Tu, tu vois tu, qu'il tu part ne à veux fond pas de boire train. quelque chose? Non, si je vais très vite, je pourrais avoir le double de ma course. Sois prudent. Et tu vois le gamin qui repart à fond de train en soulevant un petit nuage de poussière, à deux doigts de percuter une brave dame qui portait des rouleaux de tissu. Et qui s'enfuit. Ton maître regarde ce que tu as reçu, lève un sourcil. Le roi Dieu, hein? Oui, maître, j'ai semble-t-il aidé certaines personnes importantes et le roi Dieu a jugé bon de me donner ce coffret. Bon, je m'assois et j'ouvre le coffret. À l'intérieur du coffret, tu as un anneau, une chevalière en fait. Et sur l'emblème de la chevalière, tu as l'emblème du roi Dieu. C'est un anneau qui est entièrement fait d'or et qui a été fait à ta main. Bon, c'est un présent du roi Dieu. Bah, je mets l'anneau à la main, au doigt plutôt. Et quand tu mets l'anneau à ta main, tu sens un picotement. Jusqu'à présent, tu n'avais jamais eu l'occasion de toucher un objet magique, mais tu penses que cet objet infuse une certaine magie. Tu as l'impression de voir pendant un bref instant comme s'il y avait une petite pellicule bleuâtre qui venait recouvrir tout ton corps.
et qui partait de cet anneau. Voilà qui est intéressant. Alors, je vais te rajouter dans ton inventaire. Le souci, c'est que tu es un moine. Donc du coup, je peux pas le coder parce que si jamais c'est considéré comme une armure alors que ça n'en est pas une, le problème c'est que ça t'enlève ta défense sans armure. Donc tu peux, quand tu as cet anneau, ça te rajoute en fait plus 1 en classe d'armure. Ça c'est pour le méta. Voilà. Donc du coup, ta classe d'armure va passer à 15. Il faut que je rajoute... Vous reprenez la route, vous marchez encore un petit peu dans la journée, et là, vous arrivez au pied des montagnes. En fait, vous avez progressé, donc si tu as toujours le plan sous les yeux, en fait, vous êtes arrivé, vous avez traversé en fait le pic de Brighton. Et vous arrivez vraiment juste avant le petit affluent de la rivière. Vous avez une montagne et vous vous enfoncez dans le contrefort montagneux. Vous allez camper en fait pendant la nuit juste au contrefort de cette montagne. Il y a encore un petit peu de végétation, mais pas beaucoup. Et comme la nuit précédente, donc ton maître va te demander de méditer à nouveau. Je vais te redemander de faire un test de sagesse. Oui, je médite mieux dans l'eau quand même. Ah, j'arrive mieux. Cette fois-ci, tu arrives à te concentrer. Tu commences à réfléchir à tout ce que t'a dit ton maître sur le ki, sur la façon d'apprendre des autres. Et tu commences à réfléchir. Et tu te dis que tu réfléchis au combat que vous avez fait contre la Shlunga. Et tu te dis que finalement, ton arme, si tu te concentres assez, peut-être que tu pourrais arriver à empêcher les coups avant qu'ils te touchent, en te servant de ton arme pour parer et pas seulement pour attaquer. Parce que tu te souviens comment est-ce que les autres ont combattu, ils étaient tous dans l'attaque, alors que Harald, lui, restait plutôt à couvert et se mettait plutôt en retrait. Et tu te dis que finalement, une arme, ça peut aussi servir à te défendre. Tu te souviens avoir eu Harald d'un moment parer un coup, juste pour empêcher d'être blessé, alors que les autres se précipitaient à l'attaque. Tu gardes ça dans un coin de ton esprit et tu te dis qu'il faudra que tu essayes la prochaine fois. D'accord, oui, je réfléchis, je vois dans mon esprit apparaître les mouvements nécessaires pour faire de mon cruise une arme à la fois d'attaque et de défense. Le lendemain, alors qu'il fait encore nuit, vous êtes réveillé. Tu entends des hommes qui discutent, des hommes qui parlent entre eux. Pas très loin de vous. Vous entendez des bruits de haches des bûcherons qui sont en train de s'affairer juste à la lisière de votre campement. Ton maître se réveille, éteint, couvre le feu, vérifie que vous n'avez rien laissé de dangereux. Et toi, tu vois donc un petit peu plus loin, il y a des bûcherons et avec eux, il y a l'air d'avoir un chaman, un homme qui est habillé avec une coiffure tressée. Il a tout un tas de petites fioles à sa ceinture. Et il a l'air d'observer les bûcherons et de leur donner des indications. Connaissez-vous ces hommes, maître? Oh, ce sont des chamans du pays fort. Nous sommes juste à la limite du pays fort. Sache que dans ce pays, la plupart des habitants sont très liés. Ils ont une relation un petit peu particulière en lien avec les arbres. Et ils n'aiment pas beaucoup les étrangers. Mais il nous arrive de commercer au monastère avec certains d'entre eux. Et là, tu vois, en fait, il y a un homme qui a fini d'abattre un arbre. Tu vois, le chaman va sortir de sa ceinture une petite fiole, va faire quelques incantations, quelques passes, tu sais pas trop. Il va verser le contenu de la fiole sur l'arbre qui vient d'être coupé.
Et là, à ta grande surprise, tu vas voir l'arbre se redresser et avancer comme s'il avait des petites radicules et va avancer jusqu'à l'endroit où les bûcherons ont laissé leur charrette et se mettre tout seul dans la charrette. Ton maître te dit: «Oui, ils ont une façon de faire, ils ont des liens très, très forts avec la nature, avec les arbres». Ils arrivent d'ailleurs à faire des objets sculptés ou des meubles qui sont transportables. Ils arrivent à traiter le bois de façon à ce que, dans une certaine façon, le bois reste encore vivant, même après avoir été coupé. C'est là une prouesse que seuls les chamans, les pères verts, comme ils sont appelés, et pas pères verts comme la couleur, n'est-ce pas c'est la religion du pays fort qui leur permet d'accomplir de tels exploits. Bien, nous n'avons Voilà pas qui est beaucoup de temps à pratique. perdre à les observer. Il nous faut, Et je vois que vous n'avez pas perdu le sens de l'humour, maître, tout dans votre sérieux. voilà. Il nous faut aller. Nous devrions atteindre le monastère à la fin de la journée. Et lui, il reprend directement. Franchement, il a presque rien sur lui. Il a juste une espèce de petite sacoche en bandoulière. Et il commence. Il a juste des sandales. En fait, ces sandales, c'est juste une espèce de paille tressée et qui protège presque pas. Il est très peu couvert en dehors de sa cape légère et juste une tunique et un pantalon. Il a vraiment pas d'armure, il a pas du tout d'entrave à sa marche. Il marche d'un très bon pas. Je ne suis guère plus habillé, hein. J'ai quelques habits en cuir de poisson que m'a façonné ma mère, mais je marche aux pieds nus. J'ai tous mes objets dans une espèce de sac en bandoulière dans le dos, et à part l'utrouze et quelques dards, j'ai pas grand-chose. Et donc, il va commencer à... tu le suis ou tu restes à Ah non, non, observer? je suis le Ok. maître. Donc tu vois très très vite, vous commencez à arriver au contrefort montagneux. Et là, c'est plus de la marche, c'est pratiquement de l'escalade. Il vous faut, il n'y a pas de chemin à partir de maintenant. Tu vois que de temps en temps, ton maître s'arrête, prend quelques repères. Alors tu sais pas trop bien, il prend des repères sur des pierres, c'est-à-dire qu'il regarde en fait des. Euh, T'as l'impression qu'il repère des indices. Tu le vois s'arrêter de temps en temps, chercher quelque chose et repartir. Mais par contre, il ne te dit rien. Ben, je vais essayer de voir ce Tu veux qu'il a faire un vu. Après, test de perception? j'ai un très bon sens de l'orientation normalement. Voilà. Mais là, je te demande un test de perception déjà. 12, ouais, ça suffit. Donc, tu arrives à voir, en fait, tu t'aperçois qu'il y a des repères qui sont gravés sur certaines pierres et sur certains rochers. C'est-à-dire que il y a un symbole qui ressemble, c'est une espèce de ligne verticale qui monte avec 3 barres horizontales. Et dessous ce symbole, il y a une espèce de petit soleil. Ces symboles-là sont gravés sur vraiment, si tu n'avais pas prêté attention à ton maître, si tu n'avais pas regardé exactement où il regardait, c'est des symboles qui sont gravés sur maxi 2 cm sur 2. C'est très très petit. Et donc tu vois, il va continuer à escalader et à regarder de temps en temps, à vérifier s'il est sur le bon chemin. Et en fait, tu vas t'apercevoir qu'en gros, tous les 500 mètres, il y a un petit symbole qui a été gravé. Parce qu'à certains endroits, vous commencez à escalader les rochers. Là, c'est vraiment plus de la marche. Qu'il peut y avoir 2 embranchements. Et souvent, c'est dans les embranchements que tu vas repérer aussi un des petits symboles qui permettent à ton maître de s'orienter. La journée commence à être longue, tu sens tes muscles se durcir sous les efforts répétés. Un froid prenant, il y a de l'air glacial qui vient du haut. Vous commencez à atteindre des zones où il y a de la neige qui reste dans les creux. Très peu de plantes. Heureusement, vous êtes au printemps. Mais tu penses que ce chemin-là en hiver devrait être très difficile à suivre. Bon, je
commence à frissonner un petit peu, mais peut-être grâce à mon cuir épais, je ressens un peu moins le froid. Mais quand même. Là, tu commences vraiment à sentir que là, vous êtes dans la montagne. Vous allez continuer à monter et dans l'heure qui suit, là, il y a de la neige presque partout. Il y a des plaques de glace sur la montagne, sur les prises auxquelles s'accroche ton maître. Parfois, tu sens vraiment tes doigts, tes mains se tétaniser à cause du froid et tu vois que ton maître continue à avancer sans regarder ce que tu fais ou pas. À un moment donné, tu essayes de suivre, tu as vu où tu penses que tu as une prise et tu sens la pierre rouler sous ta main et commencer à se détacher. Fais-moi très vite un test d'acrobatie. In extremis, alors que la prise que tu avais sous la main se dérobe sous toi, tu arrives à prendre appui sur 3 doigts de l'autre main, un pied, et tu arrives à reprendre un élan et tu arrives à re-suivre ton maître. Oui, je Là, grimpe avec mes griffes aussi. Je crois que je m'accroche avec tout ce que je peux. c'est vrai que les griffes sont fort utiles dans ce genre de situation, parce que tu arrives à t'accrocher même là où il y a des petites plaques de glace. Vous allez monter jusqu'à la tombée de la nuit. Au crépuscule, vous allez arriver sur une plateforme. Vous êtes vraiment au sommet de la montagne. Il fait très froid. Il y a des plaques de glace, des plaques de neige éparses. Vous entendez de temps en temps le cri d'un aigle lointain qui passe juste au-dessus de vous. Et devant toi, tu vois une esplanade de roches qui a été aplanie de face par la main de l'homme. Tu vois, il y a certains endroits où il y a des petits aplats qui ont été faits par des outils. C'est une esplanade qui doit bien faire peut-être 300 mètres devant toi. Et plus loin, tu vois une porte. Une gigantesque porte de pierre. Ton maître est arrivé devant la porte et t'attend. Il te dit, c'est ici que tu passes la première épreuve, Féroé. Mhm. Sur cette porte, c'est une porte qui n'a pas, c'est plus une arche qu'une porte à vrai dire. Ton maître l'a appelée porte, mais c'est une arche en pierre, qui est sculptée de figures d'hommes en train de combattre. Tu vas reconnaître certaines armes, d'autres tu ne les reconnaîtras pas. Et il y a surtout certaines positions des moines. Tu vois, certains sont dressés sur un pied et ont l'air de donner un coup de pied retourné. Sur d'autres petites sculptures, tu vois, ce sont deux moines qui ont l'air de s'entraîner à la lutte. Et toute la colonne, toute la surface de la pierre en est gravée. Ton maître te regarde et te dit... Tu dois aller jusqu'à la deuxième porte seule. C'est une porte dans la montagne? En fait, la deuxième porte, c'est une deuxième arche qui, effectivement, cette fois-ci, dans la paroi de la montagne, et tu penses que le monastère est juste derrière cette deuxième porte. Entre la première et la deuxième porte, il doit y avoir 100 mètres. Ok. Que fais-tu ? Je regarde mon maître et puisqu'il ne me donne plus d'autres explications, je m'engage à travers la première porte en me dirigeant vers la deuxième porte, tous mes sens en alerte et tout ayant Quand, déjà mémorisé le chemin jusqu'ici, puisqu'en fait j'ai un très bon sens dans l'orientation. quand tu rentres dans... Quand tu franchis la première arche, tu n'entends plus aucun bruit autour de toi. Le silence est absolument complet. Tu n'entends même pas le bruit de tes pas sur la surface. Tu ne vois plus que la deuxième porte face à toi, qui a l'air finalement d'être légèrement, comme s'il y avait une légère lueur qui l'enveloppait.
les éclats de pierre tranchants jonchent le chemin et malgré tes... Parce que je crois que tu as des chaussures très légères, il me semble. Je sais même pas si Oui, tu portes oui, des... c'est plus comme des sandales qu'autre chose, quoi. Tu sens les fragments de roche déchiqueter la semelle de tes sandales et plus d'une fois tu sens la blessure et la morsure de ces éclats de roche tranchants qui vont transpercer tes semelles quand tu marches. Tu sais qu'il y a du sang qui commence à perler. Tu continues à avancer, tu n'es qu'à très peu de distance de la porte, tu devrais déjà y être arrivé et pourtant tu marches toujours. Fais-moi un test de sagesse. Tu continues à te diriger vers la porte. Tu essayes de fixer ton regard sur l'entrée devant toi. Quand tout d'un coup, tu sens une blessure à l'épaule. Tu te retournes et tu vois des cerfs qui se sont plantés sur ton épaule. Une créature qui ressemblerait à un aigle, si ce n'est qu'elle est complètement floue, fantomatique, blanche, qu'elle hurle à ton oreille des choses que tu n'entends pas du tout. Tu n'entends même pas le mouvement de l'air qu'elle doit brasser dans ses ailes puissantes. Tu vois le mouvement de ses ailes, mais tu n'entends absolument aucun son. La créature vient de planter ses serres dans ton épaule. Et tu perds 2 points de vie. Que fais-tu ? Eh bien, j'essaie de la planter avec mon cruise. Et puis j'essaie de me désengager en utilisant un point de ki. Ok, donc déjà, tu veux essayer de la frapper. Donc tu fais une attaque avec ton cruise. Ok. Ton attaque porte alors que tu t'attendais à peu de résistance au vu de la créature fantomatique qui t'attaque. Tu sens que ton coup a porté. Tu peux faire les dégâts. Tu sens que le coup à portée a déstabilisé la créature qui va te lâcher, donc qui enlève les griffes qui étaient plantées dans ton épaule. Et ensuite, tu voulais te concentrer avec un point de ki et enchaîner avec... Bah, quelle distance il me reste, en fait, grosso modo? Bah là, t'as pas bougé parce que la créature t'a attaqué, donc t'as pas fait de mouvement pour l'instant. Et quelle distance il me reste jusqu'à la deuxième porte? Enfin, tu pensais que t'étais déjà arrivé à la porte, or elle est toujours à la même distance que quand t'es parti. En revanche, en te retournant, la porte a l'air de s'être éloignée de 100 mètres. Donc du coup, tu ne sais pas trop. D'accord. La créature, elle s'est envolée ou elle essaye de... Elle t'a lâché et elle est juste à portée de toi. Tu la vois qui volette devant toi. Parce que... Ouais. Euh, À ce moment-là, je prends un dard et j'essaie de la toucher avec. Ça, c'est tu utilises pas de point de ki alors. Non. Non, non, je pensais sauter jusqu'à la porte, mais si elle est 100 mètres, non, c'est pas possible. Ok. Donc tu fais ta deuxième attaque, ça c'est ton action bonus. Ok. Le problème, c'est qu'au moment où tu lances ta fléchette, la créature s'envole et essaye de t'attaquer de l'autre côté. Donc ta deuxième attaque ne passe pas. Donc là, t'as fait une action bonus. Ouais. Et tu vois, la créature t'attaque de l'autre côté. Tu sens ses serres t'attaquer de l'autre côté. Et là, tu perds 5 points de vie. Elle te lacère complètement le muscle de ton épaule gauche. Tout à l'heure, tu avais perdu 2 points de vie. Là, tu perds 5 points de vie supplémentaires. Qu'est-ce que tu fais ?
Eh ben, je riposte, hein, je riposte avec mon cruise et puis une action bonus d'attaque à main nue. Vas-y, fais ton attaque. Alors, mais où est-ce qu'il est? Pouf! Ta première attaque ne passe pas. T'enchaînes avec une attaque à main nue. Ouais, j'essaye de choper le volatile. Ta première... Tu veux essayer de l'attraper? Ou tu veux essayer de le blesser? Je vais essayer de le blesser surtout. D'accord, donc ta première attaque passe. Tu peux faire les dégâts. La première attaque avec le cruise? Non, l'attaque avec tes griffes. Ah, Ok. Donc tu sens des plumes qui volaient dans tous les sens. Tu penses que t'as presque perforé entre les côtes au niveau du diaphragme de la créature. T'as une deuxième attaque? non, 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 je garde mes points de ki pour plus tard. Ok. La créature s'éloigne un petit peu de toi. Et là, tu vois, la créature disparaît et tu vas voir une bourrasque qui lève tout un tas de petites pierres du chemin et tu vas te prendre, en fait, tu vois une nuée de petits cailloux tranchants et pointus qui t'arrivent en plein visage. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'essaie de me défendre, enfin de me protéger le corps et le visage avec ce que j'ai. Et en fait, je vois la porte en direction et si je dépense un point de ki, j'essaie de courir très 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 vite en direction de la porte. Donc tu pars pas du tout, les petits cailloux qui foncent sur toi. Eh ben, j'essaie de partir le plus vite possible. D'accord, donc tu prends 2 points de dégâts supplémentaires et tu vas me faire un test de sauvegarde de dextérité. Ok, tu arrives à passer à la deuxième arche. Tu es devant le monastère et ton maître t'attend. Il est déjà là. Alors, je vais te partager la carte. Alors, en principe, tu vas rien voir au début. Voilà. À part toi. Ok, tu te vois sur la carte? Ouais, une carte noire. Voilà, donc normalement, tu vois que ça. Alors, attends, je vais te montrer ce que tu vois. Donc, en fait, voilà. Tu vois des marches devant toi te mènent à une grande arche de pierre. Donc pour l'instant, tu vois que ça, tu vois que l'entrée. Donc ton maître attend que tu le rejoignes sur la porte. Et il te dit, eh bien, te voilà au monastère. Je vais, moi, m'entretenir avec certaines personnes du monastère. Et je pense que quelqu'un va venir te prendre en charge d'ici quelques instants. D'accord. Et donc lui, il se dirige à l'intérieur. Tu attends sur la porte. 1 heure. 2 heures. La nuit est tombée. Et il fait froid. Tes blessures commencent à te faire souffrir. 3 heures. Est-ce que tu fais quelque chose? Eh bien, mon maître m'a dit d'attendre. Pour l'instant, je me mets en position de méditation pour récupérer mon point de ki perdu et je prends une petite couverture qui me sert normalement pour dormir et j'attends encore un peu. Tu attends. Tu essayes de méditer? Ouais, Ok. Tu commences à méditer. Tu finis par perdre notion du temps parce que pour te couper un petit peu du froid ambiant et de ton inconfort sur la pierre, tu te plonges dans ta méditation. Et au petit matin, alors que tu as l'impression qu'il y a finalement peu de temps qui est passé, un homme se présente. Je suis Maître Kenda.
c'est moi qui suis chargée de ton éducation. Tu peux me suivre. » Et il rentre à l'intérieur du bâtiment. Ok, bah, je le suis. Donc, tu vas le suivre. Alors, normalement, je peux te montrer Maître Kenda, si, si je le retrouve. Donc, je cherche Monsieur Kenda, enfin Maître Kenda. Alors, attends, c'est là. Hop. Les images. Hop. Bon, évidemment, il n'est pas assis dans cette position-là, mais c'est pour te montrer. Voilà. Hop. Maître Kenda. Qui te fait rentrer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, il fait un petit peu plus chaud, mais à peine. Parce que, en fait, la porte est grande ouverte. Il n'y a pas vraiment de porte, en fait, qui ferme le bâtiment. Hein. Donc, c'est vraiment... c'est ouvert à tout vent, hein, comme on dit. Hein. C'est vraiment pas... D'accord. Donc, du coup... Attends, il m'en manque juste un. Je suis en train de chercher les persos en même temps. Comme ça, je les aurai tous pour après. NJ. Ok, oui, je le trouve pas. Bon, c'est pas grave, tant pis. Et donc, tu vas rentrer à l'intérieur et en fait, la première salle, tu vois que c'est une salle, en fait, il y a plein de moines qui sont en train de travailler. Il y a deux parties de la salle. Donc, en fait, tu vois à l'intérieur ici, de chaque côté, en fait, sur le côté gauche, tu vois, c'est des moines qui sont en train de recopier des manuscrits peut-être. Ils ont des plumes et du papier, de l'encre, et tu vois qu'ils sont en train de recopier des choses. Tu vois pas trop. Sur le côté droit, en revanche, tu vois, il y a plein d'herbes qui sont accrochées, des champignons séchés et des moines qui s'affairent en fait à préparer des préparations à base de plantes. Donc le moine qui t'accompagne va continuer à travers le monastère. Donc tu vois qu'au fond de la salle, il y a un grand couloir qui s'ouvre. Donc il va déjà t'amener sur la partie gauche et te dit, eh bien ici, ce sont les bains. Il serait bien que tu poses tes affaires ici et que tu te laves avant que je te montre le reste du monastère. En fait, tu vois, il y a des trous dans la roche qui sont creusés. Il y a des petits trous. Tu penses que c'est les lieux d'aisance. Et au fond, il y a une énorme piscine creusée dans la roche. Et tu vois que c'est de l'eau. Il y a des petits glaçons qui flottent à la surface. Il y a quelques bras zéro qui sont autour. Et tu vois, il y a quelques degrés de pierre qui permettent de descendre dans cette énorme baignoire de pierre. Sur un côté, tu vois des grosses pierres pour laver les vêtements aussi, hein, tu vois, comme sur le bord d'un truc de lavandier. Donc le moine, le maître Kenda te dit « Je te laisse ici quelques instants. Je reviens te chercher dans un quart d'heure. » Il te laisse. D'accord. Et tu es tout seul, il n'y a personne dans la pièce. Autant il y avait plein de monde du côté de la copie, du côté des potions et des plantes, autant là, tu es absolument tout seul. Bien que j'aime l'eau, je frissonne un petit peu et je lave mes blessures, je lave... Alors, c'est très, très froid. Les saletés du voyage. Je sais pas si t'imagines... Bon, il n'y a pas de vent. En fait, le seul truc qui est bien par rapport à l'autre côté, c'est qu'il n'y a pas de vent. J'hésite un petit peu à entrer à l'intérieur, mais bon, un petit peu, je me lave vite fait. Et
parce que voilà, ça fait du bien à mon métabolisme utrus d'être un petit peu dans l'eau, bien qu'il fasse un peu froid. Et, Donc et tu prends pendant un quart d'heure le temps de te laver, tu pas le temps de faire grand-chose d'autre de ouais, toute façon. nettoyer mes blessures surtout et passer un petit coup sur mes vêtements vite fait, hein. De toute façon, c'est du cuir de poisson, donc hop là, ça glisse bien dessus. Et puis, je suis prêt. Donc Maître Kenda revient te chercher et te dit eh bien nous allons pouvoir soigner vos blessures. Et en fait il t'amène juste à la partie d'à côté. Et là tu vois qu'en fait toutes les plantes que préparaient les autres, ici c'est carrément une pharmacie quoi. Tu vois, il y a plein de petites jarres avec des plantes, certaines avec, tu sais pas, des petits cailloux, d'autres avec de la matière minérale. Tu vois un homme qui est en train de préparer avec un mortier et un pilon. Alors autant il y a beaucoup d'étagères de flacons, autant il y a un homme qui s'occupe de ça et 2 moinillons, des jeunes qui doivent avoir une douzaine d'années, qui sont à côté de lui, qui lui apportent ce qu'il demande. Et il est en train de préparer ses ingrédients, ses potions. Et tu vas arriver avec Maître Kenda et il te regarde, il t'examine, il s'approche de toi et il voit en fait les blessures que tu as eues qui ont été infligées par la créature sur tes épaules. Il te dit bien, je vais te remettre en état, tu ne sentiras pratiquement rien. Et il va chercher 2 petites fioles. Donc il prend une première fiole, tu vois c'est une espèce de poudre noire très très fine qui a une odeur piquante. Et en fait il va prendre un linge. Il applique cette poudre sur tes blessures. Sur le coup, fais-moi un test de constitution. Tu serres les dents. Tu sens une brûlure t'envahir sur les blessures. T'as beau serrer les dents, tu ne peux pas empêcher de laisser échapper un petit cri de douleur quand il t'applique sa première mixture. Il te regarde. Ce n'est rien du tout. Ça te permettra de guérir plus vite. Prends un petit peu sur toi, acolyte. Et ensuite, il prend une autre fiole, tu vois, c'est une espèce de liquide vert, mais c'est pas vraiment un liquide, c'est-à-dire que quand il incline, ça ressemble à une espèce de gelée, en fait. Ça n'a pas du tout une texture. Et en fait, il va poser ce produit sur tes épaules, et là, tu vas sentir une fraîcheur apaisante. Et tu vois que en fait, c'est cette espèce de gelée, ça va combler les zones où ta peau avait été déchirée. Et ça va rester à la place, comme si c'était une seconde peau verte. Bon, toi, t'as déjà peut-être un petit peu la peau verte, donc du coup, ça va peut-être pas se voir, mais ça va rester sur cet endroit-là. Et là, clairement, tu te sens mieux. Tu as l'impression que de plus pratiquement plus avoir de blessures. Et Je récupère des points de vie alors? alors attends, je veux juste voir sur ta fiche. Et donc là, tout de suite, tu vas récupérer 6 points de vie. Et l'apothicaire te dit il te faudra du repos pour que tes blessures guérissent complètement. Surtout, n'enlève pas le pansement que je t'ai fait. Et il retourne à ses mixtures. Donc Maître Kanda, qui t'a observé tout du long, dit les traitements de Maître Seong sont parfois un petit peu brutaux, mais ils sont très efficaces, très rapidement. Très bien. Il t'emmène ensuite. Alors, du coup, je remets ça. Donc, il continue à t'emmener au fond de la montagne. Donc là, tu vas voir plusieurs endroits. Tu vois sur ta gauche, les doubles portes sont ouvertes. Et tu vois quelques moines qui ont l'air d'avoir ton âge, qui sont habillés avec des tuniques très simples, de couleur claire. Ils sont en train de mettre la table. Et tu vois que c'est une énorme table avec... la table est en pierre et les écuelles sont en bois. Ils sont occupés à préparer le repas.
Sur le côté droit, en revanche, c'est la cuisine. Pareil, tu vois quelques moines qui sont aussi en robe claire, qui sont en train de préparer le repas. Et là, tu regardes et tu vois Maître Kenda, lui, sa toge est pas... il a la même toge claire, mais par contre, il a une espèce de bande de couleur qui a été cousue sur le côté gauche de sa toge. Donc lui, il a une bande de couleur bleue qui part le reste de sa toge. Et donc, il va t'amener, au final, tout au fond du... Alors, hop, si ça marche, si ça veut bien marcher. Il t'amène tout au fond du monastère et il va te montrer un de tes quartiers. Donc, je te montre tout, mais évidemment, il n'y a qu'une seule chambre à toi. Hein. Donc, il te fait rentrer dans une petite alcôve. Toutes les alcôves sont taillées dans la roche. Il y a une simple paillasse de paille. Un seau. Tu penses que c'est censé servir aux ablutions du matin, qui contient un petit peu d'eau. Et sur le rebord du seau, il y a une espèce de petite éponge tressée. Et un coffre. Et c'est tout. Il te dit, laisse tes affaires ici. Et tu peux mettre la robe de moine d'acolyte. Et en fait, sur la paillasse, tu as une toge exactement semblable à ceux que tu as vus. Donc la toge est complètement claire, sans aucune bande de couleur. D'accord, ben je m'exécute. Hein. Je prends laquelle alors? La première, celle-là? Ouais, tu mets donc la chambre qui est vide. Non, en fait, ça doit être... c'est pas... ouais, peu importe. Voilà, tu vois, c'est plus ou moins occupé. Donc il y en a une qui est vide. Donc il te laisse... Ok, bon, j'en prends une après, on verra si ça n'a pas beaucoup d'importance. Si tu veux, on va mettre un petit token. On va dire... allez, celle-là. Tac. Et une fois que tu as posé tes affaires, il te dit... eh bien, il est temps de commencer l'entraînement. Je t'explique comment cela va se passer. Je suis le maître d'armes. Je vais m'occuper de t'entraîner à mieux combattre et à te concentrer pendant que tu combats. À l'occasion, tu auras affaire à Maître Orbi, qui lui s'intéressera à vous expliquer la valeur des 4 vérités et les valeurs philosophiques de notre ordre. Nous suivons la voie du Kensai. L'emploi du temps est très simple. Nous nous levons à 5h30 du matin, au premier gong. Nous nous entraînons jusqu'à 9h. À 9h, nous avons un repas qui est pris tous ensemble. Donc à certains moments, et on te l'indiquera, ça sera à toi de faire le service. Ensuite, nous avons les cours de Maître Orbi quant à la philosophie jusqu'à midi. À midi, nous reprenons l'entraînement physique jusqu'à 19h. À 19h, nous avons le repas du soir. Et le reste de la soirée est consacré à la méditation et à l'étude. Très bien. Donc, il est actuellement... donc là, en fait, il t'a fait rentrer, il était C'était le matin. un petit peu... quand tout le monde était en train de se lever. Ils sont déjà au travail, certains. Donc, il va te conduire à la salle d'entraînement, qui est en fait, sont les esplanades extérieures. Donc tu vas ressortir, et là tu vas pas être tout seul, vous n'êtes pas très nombreux, tu vas t'entraîner avec une dizaine d'autres novices. Et vous allez répéter inlassablement des mouvements, encore, et encore, et encore. Et ça, vous allez faire ça toute la matinée. Vous allez avoir ensuite le premier repas du matin, qui pour toi est ton premier repas depuis 2 jours. Et tu t'aperçois qu'il n'y a pas du tout de viande, c'est uniquement des légumes. Des navets, pommes de terre, racines, avec des champignons et des herbes.
On vous sert à boire un thé léger, aussi une tisane avec des herbes. Et ton premier jour, tu vas t'entraîner toute la journée. Le deuxième jour, tu vas passer un certain nombre de jours. Tu vas apprendre à contrôler mieux ton corps. Tu vas apprendre à respecter les 4 nobles vérités. La plus importante étant que la souffrance fait partie de la vie. Donc vous allez devoir résister dehors, au froid pendant vos entraînements, au fait d'avoir les bains glacés, que 2 repas par jour avec la température. Même toi qui manges peut-être pas énormément, ça va te paraître dur. Et puis au bout d'un moment, ça te paraîtra plus important. Parce qu'avec les séances de méditation, tu vas apprendre à te concentrer sur ton corps, tu vas apprendre à te concentrer sur ton ki, et tu vas t'apercevoir que l'entraînement a quand même un effet. Tu arrives à te concentrer plus longtemps, tu arrives à faire plus de choses, tu as l'impression que parfois tu accélères tes mouvements, et alors qu'avant tu n'arrivais à lancer qu'une attaque, tu vas t'apercevoir que tu en lances plus. Tu vas t'entraîner aussi, on va t'envoyer des projectiles, alors que tu es armé juste de ton cruse ou parfois juste de tes mains et de tes griffes, et tu vas t'apercevoir qu'en te mettant dans un état de méditation, tu arrives, même après une attaque, à parer, voire certaines fois à attraper un projectile qu'on t'a lancé et à le renvoyer à ton adversaire. Tu vas t'apercevoir aussi qu'en te concentrant sur ton ki, tu arrives à faire plus de choses qu'auparavant. Tu vas t'apercevoir que même lorsque tu lances tes fléchettes ou lorsque tu lances ton cruse, si tu te concentres suffisamment sur la cible, tu as l'impression de voir ton champ de vision qui se rétrécit et tu vas voir que tu arrives à viser de façon très précise sur un des points de fragilité de ton adversaire et que tes dégâts augmentent lorsque tu envoies tes projectiles. On va essayer de t'apprendre d'autres armes, mais au final, le cruse va rester vraiment une arme de prédilection pour toi. Tu vas la manier de plus en plus vite. Tu vas la manier de mieux en mieux. Et... alors attends, je suis en train de regarder un truc. Par rapport à ton niveau 3... Ok. Tu vas commencer à apprendre aussi la calligraphie. Pendant les heures d'études, ils vont commencer à t'enseigner, toi qui n'as jamais vraiment étudié sur du papier et qui a une culture orale. On va t'apprendre à manier la plume. On va t'apprendre à reconnaître les différentes qualités de papier en fonction de ton encre, à doser ton encre, à tout ça de manière à ce que tu mobilises l'énergie de ton ki aussi pour tracer les lettres les plus empreintes d'énergie possible. Et tu vas tracer une figure de façon répétée, souvent, et c'est la même figure que tu avais vu tracer sur les petites roches pour trouver le chemin. Ce symbole vertical qui est barré par 3 lignes horizontales et un petit soleil dessous. Et on va t'apprendre que c'est le symbole du ki. Et au bout de quelques jours, rythmés par le gong dans ce monastère, Maître Kanda va te convoquer devant le grand maître que tu n'as encore jamais rencontré. Et il te dit, tu es prêt pour passer l'épreuve. Et donc, il te convoque le matin à ton réveil, parce que histoire que tu changes pas. Il t'amène devant le grand maître que pour l'instant tu n'as encore jamais rencontré, que j'essaye de te montrer. Il s'agit du grand maître Nashi qui t'attend à l'extérieur. Sur la montagne. Quand tu arrives, il te dit « Il est temps de voir si ton enseignement a été profitable. Tu affronteras Baibé et tu vois en face de toi un moine avec une tunique claire comme la tienne, qui doit mesurer 1m80, qui est tout en muscles, qui a un torse massif, qui est très poilu, alors que toi, t'as une peau d'utrus, donc forcément, il a l'air d'être un barbare du Nord, tout juste sorti de sa tribu. Il vous rappelle les règles. Ceci n'est pas un combat à mort. Il va falloir que vous démontriez que vous arrivez à maîtriser votre ki.
même lorsque les éléments qui vous entourent et votre environnement est contre vous. Tu vas voir qu'au sol, il y a une espèce de grand cercle qui est tracé, qui délimite une arène. Il y a juste le grand maître Nashi, et vous avez maître Orbi et maître Kenda, qui sont aussi à 2 côtés du cercle. Sinon, toi et Baby, vous êtes les seuls sur l'esplanade. D'accord. On met à main nue ou avec une arme? Tu peux prendre ton arme. Tu vois qu'en face de toi, donc toi qui manie le Cruz, qui est une arme très ustruse, tu vas voir qu'en face de toi, il a choisi un bâton. C'est un bâton en bois avec certaines extrémités qui sont un peu plus... Le bâton n'est pas complètement lisse en fait. C'est un bâton sur certaines zones, il y a des endroits un peu plus épais que d'autres. Et tu vois qu'il a aussi des shurikens. D'accord. Donc vous vous mettez face à face. C'est donc pas un combat à mort, hein, mais enfin on peut porter les coups quand même. Oui. C'est le grand maître Nashi qui vous dira quand arrêter. Le combat commence. Tu peux utiliser tout ce que tu as appris au cours de ton entraînement d'Utruz, de ton entraînement au monastère, c'est-à-dire la parade agile. Tu peux également utiliser tes nouvelles capacités d'éviter les armes lancées à distance et les rattraper. Le tir Kensai aussi. Et bien sûr ton déluge des coups. Et maintenant, tu as 3 points de ki à ta disposition grâce à ton entraînement de moine. Baby se met en face de toi. Pareil, je prends une position. Comment et enseigner? Tu vas jeter ton init. Ok, donc du coup, tu fais 19. Alors, laisse-moi juste tirer l'init pour Baby. Est-ce que je récupère mes points de vie que j'avais perdus après? Oui, parce que tu t'es reposé entre-temps. Je t'ai pas remis... Bah, attends, si tu veux, je te refais un repos long. Avant. Voilà. Donc, lui, il va jeter son init. Il regarde. Et Féroé. Ok, c'est toi qui vas agir en premier. Tu es face à lui. Que fais-tu? Donc, je me mets en L'arène est position. large à peu près d'une vingtaine de mètres et vous êtes au centre. Je prends une position qu'on m'a appris là. Et je fléchis mes cuisses et dans une détente, j'essaye de lui donner un coup de Cruz. Vas-y, porte ton attaque. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas et il évite au dernier moment et ton arme frappe le sol. En action, en deuxième action, je dépense un point de ki pour me placer en position défensive pour voir ce qu'il va faire. Et j'utilise défense patiente là. Donc je me mets en position et j'utilise mon cruise pour atteindre une plus grande défense et pendant un tour, voilà, il a un désavantage. Et là, contrairement à ce que tu aurais pu croire au vu de sa musculature, il va s'éloigner de toi à toute vitesse en faisant la roue. Et en même temps qu'il fait ça, il va t'envoyer des shurikens. Tu vois les shurikens qui se dirigent vers toi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de les déflecter. Donc du coup, tu vas faire... Tu utilises une action pour éviter. En réaction, oui. Tu les évites. En réaction. Et tu veux essayer en réaction de rattraper un de ces missiles. Alors déjà, on va voir s'il te touche. Donc il fait son attaque. Alors laisse-moi juste faire l'attaque. J'ai 16 en classe d'armure. Alors... Ok, donc il t'attaque. Ok, son attaque ne passe pas. Ah. Tu as réussi à éviter, comme tu as utilisé un point de ki en action, tu évites sa première attaque. Et là, il se reprend. Donc là, lui, il a envoyé
en attaque à distance, il a envoyé ses shurikens. Et là, il prend son bâton, il prend de l'élan et il saute sur toi avec son bâton. Il essaye de t'asséner un coup. Comme tu as déjà utilisé ta réaction... Oui, mais il a quand même un désavantage parce que je suis toujours en... Il assène un coup. En fait, ta réaction, c'était pour le missile des flaques. Et là, du coup, ce qui va te servir, c'est ta patience, défense. Là, tu vas esquiver son coup. En fait, il va frapper le sol. Il va pas réussir à te toucher grâce à ta position défensive, en fait. Tu vois arriver et en fait, tu prépares à recevoir l'impact. Et au dernier moment, alors que le bâton va te toucher, tu fais un tout petit écart et le bâton t'évite d'un cheveu et tombe au sol. C'est à nouveau à toi. Là, je reprends une position et je combine une double attaque avec cruse et coup de poing. D'accord. Vas-y, tu peux faire l'attaque. Ok, ton attaque réussit. Je fais les dégâts? Oui. Ok, tu fais 6 points de dégâts. Et donc en action bonus, donc une deuxième attaque à main nue. Oh. La première attaque ne passe pas. Et t'avais utilisé un point de ki pour faire double attaque, c'est ça? Non, là c'est ma deuxième attaque bonus, quoi, sans point de ki. Ok. Du coup, t'as fini ton tour? Ouais. Vu que t'es très proche de lui, il décide de t'attaquer. Donc il va t'attaquer coup sur coup. Tu vois son bâton qui commence à tournoyer. Il t'assène un premier coup qui ne passe pas. Et il renchaîne et tu vois arriver sur toi la deuxième extrémité de son bâton qui ne touche pas non plus. Tu as réussi à l'éviter. Tu le vois qu'il se concentre et alors que tu pensais qu'il avait terminé, tu le vois qu'il bascule sur son pied droit et qu'il envoie le talon de son pied gauche vers ta figure. Hop. Et là, ça touche. Tu prends le talon de son pied en pleine figure. Tu perds 6 points de dégâts. Bah, je te les enlève si tu veux. Ah non. Mince. T'es un petit peu sonné, mais tu reprends sur toi. C'est à nouveau à toi. Ok, donc je reprends ma distance là, je me reconcentre et c'est à mon tour de le réattaquer. Je reprends mes appuis et je l'attaque. Oh, c'est... Échec critique. En fait, tu voulais l'attaquer avec ton cruise. Ouais. Et en fait, tu prends conscience que l'arène est glacée. À partir de maintenant, vous devrez faire toutes vos attaques avec des avantages. L'arène est recouverte de glace. Ta première attaque a échoué. Est-ce que tu fais une deuxième attaque? Ouais, je fais une deuxième attaque. Et en action bonus, ouais, j'utilise un point de ki pour faire une double attaque après la première. D'accord, déluge de coups. Déluge de coups. Toujours avec ton cruise. Bah, une avec Cruz et une avec Manu. D'accord, donc là l'attaque au cruise n'est pas passée, donc maintenant tu fais tes deux attaques au corps à corps. Ok, alors la première attaque passe. Ah, je l'ai faite avec le Cruz, moi, c'est pas grave. Si, parce que... Attends, en attaque ça compte pas. Il y a que les points de dégâts qui changent. Ouais, il y a 2 points de plus avec le Cruz. C'est plus 4 pour les deux. Non, ça change rien pour l'attaque. Oui, Ok, et bon. Du coup, fais ta deuxième attaque, du coup avec les griffes cette fois-ci. Je fais les dégâts? Ok, 5 points de dégâts, ok. Et tu fais ta deuxième attaque? Ouais. Bah, pareil. Bon, bah, 13, bon, ça passe. Du coup, tu peux faire les dégâts. Et donc là, en fait, toutes les attaques de corps à corps, tant que vous êtes sur la plaque de glace, c'est avec des avantages. Mais les attaques à distance, vu qu'il y a besoin de moins d'élan, en fait, tu peux faire différemment. D'accord, là, il prend 10 points de vie. Ok. Donc, il te regarde, il décide de se reculer. Donc, il fait un déplacement prudent, parce qu'avec la glace, vous faites que moitié des déplacements.
et il reprend des shurikens. Il va t'envoyer les shurikens sur toi. Mais là, en réaction, j'essaye de les Ok. parer ou de les attraper si je peux. Son attaque passe. Tu réduis... Alors, ça dépend combien il fait de dégâts, c'est ça? Alors, on va voir combien il fait de dégâts. Normalement, il devrait faire 15 points de dégâts. Tu réduis son attaque. Faut que j'appuie sur heal, c'est ça? Oui. Ok. Donc, en fait, tu prends que 3 points de dégâts au final. Mais t'as pas réussi à rattraper un de ses shurikens pour lui renvoyer. Parce que pour ça, il faut que tu utilises tous les... Il faut que tu arrives à absorber tous les points de dégâts pour pouvoir lui renvoyer. Donc j'ai pris 9 points de vie. Mais il en a pris beaucoup plus. Et il profite de sa dernière action pour se déplacer et s'éloigner un petit peu de toi encore. C'est à toi. Tu vois qu'au garde son poids, il a l'air d'être beaucoup plus affecté que toi par le fait de glisser sur la surface. D'accord. Donc là, il a distance de tir. Est-ce que je vais essayer ça? Où est-ce que c'est Il commence à neiger. Pour faire l'attaque à distance, là, c'est un tir bonus en fait. Attends. L'attaque à distance, c'est ton cruise avec attaque à distance. Là où il y a écrit munitions, alors que... À moins que tu veuilles lancer des fléchettes. Ouais, mais c'est une action bonus. Ah non, si j'utilise une action bonus, c'est pour utiliser un point de ki, en fait. Si tu utilises un point de ki et que tu touches, ton action, tu feras plus de dégâts. Tu vois la neige qui commence à tomber. Tu sais que si tu te dépêches pas très vite, ta visibilité sera réduite. D'accord. Bon, je me concentre et j'essaye de faire un tir unique avec le cruise, en espérant que ça touche. Ah, donc pas là, d'accord. Pas avec les fléchettes, le cruise. Ok. Ouais. Donc là, t'as pas de désavantage. Ce tour-ci. Tu fais de l'attaque avec le cruise. Oui, à distance. Ok. Ça touche. Et là, tu sens que, en concentrant avec ton ki, tu t'es aperçu que systématiquement, il écartait son côté gauche de toi au niveau du flanc. Tu penses qu'il a une ancienne blessure. Et tu vas jeter ton arme pile à l'endroit où il était blessé. Donc tu vas faire beaucoup plus de dégâts. C'est-à-dire que tu fais tes dégâts de cruise normal, auxquels tu vas rajouter les dégâts du tir Kansei. Oui, ça a marché. Tu fais 15 points de dégâts et tu vois que en fait, ton adversaire, Baby, va tomber à genoux. Va s'effondrer sous la puissance du choc et le grand maître va faire cesser le combat. D'accord, je vais vers mon adversaire et je vais essayer de voir s'il va bien, s'il va pas bien. Alors tu vois qu'il a du mal à reprendre son souffle. Et je m'incline devant lui. Que blessure. Je l'aide à se relever. Il te tend la main à nouveau et il te remercie pour tout ce que tu lui as appris en combattant avec lui. Le grand maître Nashi te fait signe d'avancer vers lui. Et tu vois que devant lui, il y a une urne en métal, fumante. Il te dit... M'approche. Soulève l'urne. Tu vois que le métal est porté au rouge. Je dois le soulever. De chaque côté de l'urne, tu vois, il y a 2 poignées latérales sur l'urne. Ça a l'air très lourd. D'accord, donc je souffle un petit peu là. Je frotte mes mains et puis j'attrape l'urne là où c'est indiqué.
Ok, fais-moi un test de constitution. Aïe, 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 aïe. Que tu réussis, tu serres les dents, tu te concentres, tu vas empoigner l'urne devant toi. L'urne au métal chauffé, tu vas sentir la peau de tes avant-bras grésiller, tu vas serrer les dents pendant la douleur et le maître va te dire « N'oublie jamais que la souffrance fait partie de la vie, tu peux la reposer. » Cette phase de ton entraînement est terminée. Regarde tes avant-bras. Sur l'intérieur de tes avant-bras, tu vois gravé, incrusté par le métal chauffé de la jarre que tu as portée, tu as le symbole du ki sur ton avant-bras gauche et sur ton avant-bras droit, aux endroits où tes avant-bras ont dû toucher l'urne en la soulevant. Le grand maître te salue et dit « Dès demain, tu pourras quitter le monastère. Tu reviendras quand tu seras prêt à en apprendre plus. » Je m'incline devant le maître et je m'en vais. Au cours de cette dizaine de jours passés au monastère, tu as eu quelques moines avec qui tu t'es entendu plus ou moins bien. Il se trouve que Baby, c'était un de ceux qui parlait le moins, mais au final, avec qui tu t'entendais le plus parce qu'il peinait autant que toi pour la calligraphie, parce que de toute évidence, il n'avait jamais tenu une plume dans la main de sa vie. Et tu penses que tu le reverrais avec plaisir si l'occasion se présente. Lui va rester là encore un peu pour continuer son entraînement jusqu'à ce qu'il soit prêt. Et tu vas récupérer tes affaires le lendemain. Tu vas te retrouver à la sortie du monastère, seul, et tu sais qu'il va te falloir 3 jours pour réatteindre la élite et retourner à ton village. Tu vas repérer assez facilement les petits signes que t'avait indiqué le maître, parce qu'effectivement la survie fait partie de tes talents. Tu vas redescendre la montagne avec précaution. Heureusement, ça s'est radouci un petit peu, il y a moins de plaques de glace, il y a moins de neige. Et tu vas retourner à ton village. Et là, tu vas voir qu'il y a une invitation de Sulfura qui t'attend. Mais la suite, nous allons la raconter dans les aventures de la élite, qui, elles, ne seront pas des hors-série, mais qui seront dans la suite de nos aventures. Et c'est là qu'on termine ton entraînement. Oui. Oui, est-ce que j'aurais pu emporter un de leurs cataplasmes de guérison? Alors, tu vas pouvoir, après une nuit de repos, de toute façon, tu seras guéri. Par contre, les cicatrices que tu as acquis, avec le ki justement, celles-là ne guériront jamais. Ça va rester un tatouage pour toujours que tu auras sur les 2 avant-bras. C'est la marque des moines du Kansei. D'accord.